Et puis donc, enchaînons avec l'autre côté du terrain, l'attaque des Knicks contre la défense de Boston. Bon, à l'inverse, j'ai parlé du spacing de Boston. Je pense que là se pose au contraire la question du spacing des Knicks. Et paradoxalement, alors qu'en effet, ils ont 4, ils sont allés le chercher notamment pour ça, d'avoir un poste 5 qui shoot, ça permet énormément de choses. Sauf que le problème des Knicks cette année, et vous le savez sans doute, c'est que les Knicks, il n'y a pas que Towns. Les Knicks, il y a aussi un mec qui s'appelle Josh Hart. Et Josh Hart, il est ô combien précieux, mais en fait, sa seule présence sur le terrain, Josh Hart qui est un non-shooter, qui est considéré comme ça, qui est traité comme ça, et à mon avis, a raison, sa seule présence vient quasiment annuler toute la valeur structurelle d'avoir un pivot qui shoot, et donc qui pourrait éloigner le pivot adverse du panier. Voilà, quand on parle de valeur structurelle, c'est ça. C'est le fait que on a un pivot qui, de par sa seule menace, et donc le fait d'être défendu par un pivot, peut, à lui seul, de par cette menace à 3 points, empêcher que le pivot adverse soit proche du panier pour la protection de panier, etc., etc. Et donc tout ceci est annulé et a été annulé immédiatement toute la saison à cause de Josh Hart, parce que Josh Hart étant un non-shooter, toutes les équipes quasiment mettent leur pivot sur Josh Hart, et donc en fait utilisent leur pivot dans ce qu'on appelle le rôle de safety, de roamer, R-O-A-M-E-R, le roamer qui vient roamer, qui vient rôder autour du panier, littéralement en français c'est rôder, et en fait qui vient faire le rôle de libéro défensif, comme on dit au foot, fut un temps le libéro qui était derrière la ligne de défense, un peu libre de tout marquage. Voilà, il y a un peu ce rôle-là en NBA aujourd'hui on met le pivot sur un non-shooter, et comme ça, tu le défends pas, tu t'en fiches de ce mec, tu t'en fiches de ce non-shooter, et tu viens en bonus, tu viens rôder autour du panier librement. Et c'est un peu embêtant. C'est un peu embêtant parce que l'idée théorique de Kat, c'était d'offrir un spacing absolu. Or là, ce qu'on remarque depuis toute l'année, et en playoff y compris, Jalen Duren, c'est exactement ce que les Pistons ont fait. Ils ont mis Jalen Duren en défense sur Josh Hart. Et donc, Jalen Duren était en bonus sur chaque action pour boucher l'espace ou pour être sous le panier, pour empêcher que le drive aille jusqu'au panier, et donc le drive était obligé de s'arrêter sur la short mi-distance, la zone des flotteurs, pour défendre le tir en 2 contre 1 quand il y a un drive, au contraire si le tir est tenté tout de même, pour être en deuxième rideau. Bref, voilà, vous voyez un peu l'idée, c'est que Duren était déployé dans ce rôle-là, Duren ou Stewart aussi d'ailleurs, mais on a cette idée où le pivot défensif peut être déployé là-dedans. Donc ça, c'est un peu l'idée générale contre les Knicks, et même, j'ai envie de dire, d'autant plus avec les Celtics, puisque notre ami Joe Mazzulla, on en parlait toute l'année, c'est un peu le roamer fou. Alors pas lui personnellement, il n'est pas sur le terrain, mais s'il y a bien un coach en NBA qui adore cette idée de mettre un pivot sur un non-shooter ou un pivot sur un joueur offensif moins important, c'est Joe Mazzulla avec Porzingis et Luke Kornet. Et même, ça réclame une certaine créativité tactique, parce que c'est aussi rendu possible par le bon coaching de Mazzulla, mais aussi par le fait que tu as aussi des mecs comme Tatum, qui est capable de défendre un pivot, au moins quand c'est pas Jokic ou Embiid, évidemment, mais tu as ce truc de, là encore, on parlait de valeur structurelle en attaque pour Towns, la valeur structurelle défensive de Tatum, c'est ça, c'est qu'il est poste 3 ailier de formation, poste 3, vous voyez pas, mais je fais des guillemets, mais qu'il a cette capacité à défendre des plus gros, et ce qui permet de déployer off-ball Porzingis. Alors que si Tatum était plus petit, moins costaud et pas capable de faire ça, tu serais un peu obligé de mettre Porzingis sur le pivot adverse. Mais comme Tatum est capable, c'est l'arme secrète défensive des Celtics, c'est ça, c'est la valeur structurelle de Tatum, ça permet de déployer Porzingis off-ball, et donc ça permet notamment, et je parle de Tatum, mais je roule l'idée aussi, et aussi un atout défensif tellement polyvalent qui permet plein de choses. En fait, ça permet à ce que Kornet et Porzingis soient déployés dans ces rôles de libéraux, où ils peuvent juste apporter en bonus dans l'action, en deuxième rideau, leur taille, leur longueur, et faire des actions au panier, et donc être des fantastiques défenseurs de deuxième rideau, plutôt que de laisser ces mecs-là dans un rôle de pivot traditionnel qui va être attaqué plus frontalement, qui va devoir faire du drop, qui va être attaqué face à un porteur de balle, etc., etc. Des domaines où ils sont un peu moins forts, à la fois Kornet et à la fois Porzingis, ils sont moins forts là-dessus, sur le côté défense de pick and roll plus frontal, etc., etc. Là, Mazzulla arrive à les déployer autrement. Vraiment, littéralement, il les déploie en tant que bonus dans l'action, en tant que roamer. Et pour le coup, on a vu que Mazzulla n'hésitait pas à mettre des mecs comme ça sur... souvenez-vous d'un match-up contre OKC, alors que Aaron Wiggins n'est absolument pas un non-shooter. Mazzulla, il s'en fiche. Il a quand même mis en roamer, en libéro défensif, Kornet sur Aaron Wiggins, ou Porzingis sur Aaron Wiggins. Il leur a dit,
Et il leur a dit, tu abandonnes totalement Aaron Wiggins et tu vas rôder autour du panier. Voilà. Donc si Mazzulla est capable de faire ça avec un Wiggins qui n'est pas du tout un non-shooter, je pense qu'on peut s'attendre à ce qu'il le fasse aussi avec Josh Hart. Donc, la difficulté, et j'ai même pas encore commencé de la manière dont les Knicks pourraient initier l'attaque et créer l'attaque. Hein. Là, je parle juste du spacing et le fait que va falloir s'attendre à ce que Boston déploie, comme toute la saison, des libéraux défensifs et donc un mec sous le panier qui va apporter son impact. Hein, regardez les chiffres d'efficacité, de perte d'efficacité défensive infligés par Kornet et Porzingis, c'est d'élite. Mais pourquoi ? Parce qu'en fait, ils sont un peu libres. C'est pas pareil. Hein. C'est pas pareil de devoir gérer un contre 2 sur drop ou de toi-même être en 2 contre 1, en bonus sur l'action. T'as aucune responsabilité. Tu peux rôder autour du panier et te rajouter sur un drive, etc. Donc voilà, le problème du spacing va se poser à mon avis. Après, la question du pick and roll est évidemment au centre de tout. Comment est-ce que Boston va défendre le pick and roll, Brunson notamment, Brunson et Towns. Bon déjà, vu qu'on parle un peu de match-up et de libéraux défensifs, il y a ce truc pour moi, déjà ça permet aussi, en plus d'avoir ton pivot qui peut rôder autour du panier, ça permet aussi de poser un dilemme en fait. Ça pose un dilemme à l'attaque. Donc en fait, tu déplaces les match-up comme ça et tu dis, ok, les Knicks, est-ce que vous préférez attaquer avec votre meilleur poseur d'écran, donc par exemple Towns, meilleur shooter, un pick and pop, etc. Vous préférez attaquer avec Towns, mais qui va être défendu par un bon défenseur? Ou est-ce que vous préférez cibler Porzingis, mais avec un poseur d'écran qui n'est pas d'aussi bonne qualité? C'est ce que ça permet de jouer avec ces match-ups. C'est littéralement ça. Alors que si tu avais laissé Porzingis sur Towns, l'attaque des Knicks pourrait faire d'une paire de coups. Elle pourrait faire un pick and roll en ciblant Porzingis et en plus avec son meilleur poseur d'écran et meilleure menace de poseur d'écran qui était Towns. Et donc, tu vas cibler, tu vas attaquer un Porzingis qui va rester en drop, et en plus, il y aura la menace très loin du pick and pop, et donc il faut aussi remonter en même temps, etc. C'est compliqué. Là, tu poses un vrai dilemme. Tu dis, ok, soit tu cibles Porzingis, mais avec un poseur d'écran de type Josh Hart qui a pas le pick and pop, qui a pas la verticalité pour mettre de la pression au panier, et qui a pas les centimètres pour rouler au panier et être une menace. Donc voilà. Soit sinon, tu apportes Towns sur l'écran, mais tu vas devoir affronter un défenseur qui est pas du tout un maillon faible. Donc là-dessus notamment, je pense que c'est ça. Je pense qu'on devrait avoir aussi du Tatum sur du 4, et donc forcément, idéalement, tu as envie d'avoir un pick and pop, sauf que au final, pick and pop, tu vas le switcher. Je pense que tu vas switcher. Je pense que si le pick and roll, c'est Derrick White ou Jrue Holiday qui est sur Brunson et Tatum qui est sur 4, en fait, tu switches et tu as un mismatch nulle part. Le pick and pop, il n'y a pas de décalage, donc il n'y a pas de pick and pop pour Towns. Donc déjà, ça c'est quand même une arme énorme que tu as pu neutraliser de par juste la question des match-up. Et puis même, si tu es obligé de switcher Tatum sur Brunson, c'est pas la mort. Hein. C'est même très bien, quoi. Alors après, à voir à quel point Brunson est capable de punir tout de même, d'attaquer Tatum et de le mettre en difficulté, mais je veux dire, pour moi, Tatum, c'est un 8 sur 10 ou 9 sur 10 en termes de défense de périmètre, un des mecs les plus polyvalents, qui a des bras immenses aussi, donc ça peut gêner beaucoup un Brunson dans l'espace, ses bras aussi immenses. Donc voilà, clairement, il y a un aspect où le pick and roll Brunson 4 pourrait ne pas exister en fait. Il pourrait ne pas générer le décalage en tout cas. Pourrait peut-être servir à créer des switches, mais bon, une fois que Brunson se retrouve avec Tatum, il dit est-ce que je l'attaque, c'est pas top, et 4 qui pose son écran et qui roule au pick and pop, ah mince, j'ai pas le tir que je veux parce qu'ils ont juste switché l'écran. Donc ouais, c'est un peu le problème. Et si Brunson veut attaquer avec un autre, il veut cibler Porzingis, on l'a déjà dit, ce sera avec Josh Hart ou avec un mec comme ça qui n'a ni pick and pop ni pick and roll. Donc Porzingis peut se permettre de rester en drop, de bloquer l'accès au panier, ou alors de mettre de la pression. Mais voilà, il y a un peu cet aspect où Brunson va être un peu tout seul, quoi. Il va être un peu à 1 contre 2. Donc c'est un peu le problème. Après, tu peux te dire aussi, peut-être que ça vaut le coup d'impliquer tout de même Porzingis, déjà pour le faire travailler et l'impliquer sur le ballon, et l'empêcher d'être ce bonus un peu en deuxième rideau, hein, totalement libre et totalement en bonus. Donc je pense que ça a tout de même un intérêt de l'impliquer sur les pick and roll au niveau de l'écran. Et puis en plus, tu peux te dire aussi, le poseur d'écran va pas être une grosse menace. Mais imaginons que Josh Hart arrive à poser de très bons écrans, Josh Hart ou Mitch Robinson aussi. Hein. Mais imaginons que le poseur d'écran arrive à poser un assez bon écran, Porzingis va rester en drop, en retrait, je pense, plus bas que le niveau de l'écran, il va rester proche du panier. Bon, c'est pas idéal,
Mais s'il y a bien un mec qui est compétent face au drop, c'est Brunson. Brunson, le pull-up à 2 points et surtout le flotteur, il est largement compétent pour mettre ce tir-là un peu dans l'espace que tu donnes dans la mi-distance. Donc ça, à mon avis, ça vaut le coup. Ça vaut le coup et ça, la question, ça va être le shot-making. Hein. Au final, je crois que sur la série contre les Pistons, c'est un peu ça notamment qui a beaucoup bougé. En un sens, c'était à quel point est-ce que Brunson et les Knicks ont mis leur tir dans la short mi-distance. Ça a fait beaucoup. Et bon, c'est des tirs qu'il peut mettre. Après, c'est des tirs qui sont pas si rentables que ça en un sens. Parce que voilà, si tu mets 50% de tes flotteurs, c'est excellentissime sur l'échelle des flotteurs. Après, 50% sur un tir à 2 points comme ça, bon, ça fait que 1 point par possession. 0,50, hein, 50%, 0,50 x 2, ça fait en moyenne 1 point par possession. C'est pas la folie. Et là, on parle de 50%. Si tu mets 50% de tes flotteurs, t'es élite de chez élite. Même, je pense qu'on peut plutôt s'attendre à du 40-45 qui serait déjà très bien. Et donc là, on tombe déjà à du 0,85, 0,90 points par possession. Et encore une fois, si tout va bien, si t'es efficace là-dessus. Donc oui, Brunson peut mettre ce tir, mais pour la défense de Boston, c'est génial de faire ça. C'est génial d'attirer un peu les Knicks là-dessus et de dire, prends ce tir qui a une rentabilité qui est pas très bonne, et si on arrive à te forcer sur un haut volume sur ce genre de tir, plutôt que des catch and shoot ouverts à 3 points, plutôt que des lay-ups directement sous le panier, plutôt que des fautes qui sont un très haut taux de rentabilité, les lancers francs, c'est bien, et c'est un peu le pari. Donc j'imagine un peu ce duel-là par rapport à Porzingis, de les Knicks qui vont tout de même tenter d'impliquer Porzingis pour le mettre à mal et pour pas qu'il soit un bonus, et pour essayer d'avoir le meilleur spacing possible. Mais de l'autre côté, Boston tentait de rester un peu en mode dérapage contrôlé, quoi. En mode, oui, vas-y, prends ces tirs-là dans la mi-distance, nous, ça nous va. Et pendant ce temps, on n'a pas besoin d'aider plus que ça, de faire des rotations plus agressives que ça, côté fort, côté faible. Chacun peut plus ou moins rester sur son shooter. D'ailleurs, Boston est élite, hein, ils sont premiers de NBA pour empêcher les corners à 3 points. Donc soit ça aide pas, soit si ça aide, ça aide de manière assez bien coordonnée. Ça, plus le fait qu'on a aussi Joe Holiday qui en général a beaucoup de liberté dans une défense de Joe Mazzulla, et qui parfois peut aussi lui-même s'inventer un peu safety ou venir un peu en spy, en espion, toujours un peu, être en deuxième rideau et suivre un peu un Brunson un peu partout. Je crois qu'on avait vu un match l'an passé des Warriors Knicks, où tout le match, Draymond était resté comme une ombre, un peu derrière, en spy, en espion, sur Brunson un peu tout le match, où partout où allait Brunson, il y avait son match principal plus Draymond derrière, sur isolation, sur post-up, n'importe où, un peu une ombre en deuxième rideau, quoi, pour le coup. Et Joe Holiday aussi peut remplir cette fonction-là, il le fait assez régulièrement. Donc voilà, un peu ce duel du pick and roll de qui va gagner. Est-ce que les Knicks vont mettre leur tir dans le flotteur? Est-ce que, même encore mieux, est-ce que Brunson va pas arriver à provoquer plein de fautes, à aller rentrer dans le lard d'un Porzingis et le forcer à défendre un peu comme ça, ou à faire des fautes, provoquer des fautes et mettre en difficulté un peu le plan de jeu. Donc potentiellement, donc ça c'est un peu avoir cette question du pick and roll, mais vous avez vu que dans la théorie, il y a quand même plein de possibilités pour les Celtics. Switcher, pas switcher, neutraliser le pick and pop, neutraliser le Brunson, ou alors rester en dérapage contrôlé, en drop, et autoriser que des tirs peu rentables pour les Knicks, etc. Donc pas mal d'atouts côté Boston, évidemment. Et puis l'autre aspect que les Knicks font bien, et l'autre source d'attaque pour Brunson et pour les Knicks, c'est les pick and roll entre petits. Voilà. Brunson, qui lui-même est ciblé beaucoup quand il est en défense. C'est vrai que Brunson est aussi très bon pour aller cibler des petits match-up, pour aller cibler contre les Pistons. C'était Malik Beasley, Tim Hardaway Jr. ou des mecs comme ça. Donc des pick and roll où il n'y a pas un gros qui vient poser un écran, mais c'est des pick and roll donc entre petits. Mais le problème, c'est que qui tu vas cibler ici? C'est un peu ça le problème. Hein. En fait, il n'y a pas du tout de maillon faible dans cette défense. Alors, chez les titulaires, je pense que quand il y aura Peyton Pritchard, on verra ça. On verra un Brunson qui va cibler encore et encore Peyton Pritchard, mais je pense que Pritchard est beaucoup moins important dans l'attaque de Boston sur cette série-là, et qu'il n'y a pas besoin de le faire jouer 35 minutes par match, et que si vraiment Pritchard se fait cibler par Brunson sur des pick and roll entre petits et devient un problème, on sait que tu peux t'en passer. On a vu des matchs cette saison, des grosses affiches où Mazzulla s'en est passé. Je crois que le fameux match contre OKC, notamment de janvier, pas de mars, mais le match de janvier contre OKC, il joue 5 minutes, Pritchard. Parce que t'as pas besoin de lui, nécessairement. Tu peux faire autrement. Il peut être trop handicapant en défense. Donc, mais bref, à part Pritchard, ou à part Sam Hauser aussi, mais encore Sam Hauser, je pense que Sam Hauser,
il est grand, il est meilleur en défense que ce qu'on pense, donc il peut juste switcher l'écran et puis essayer de tenir au moins le plus possible en premier rideau contre Brunson. Mais à part ça, qui est-ce que Brunson va cibler sur des minutes de titulaire, donc la majorité des minutes? Pas Jrue Holiday, pas Derrick White, peut-être Jalen Brown, mais encore pas trop, quoi. C'est quand même grand et long, Jalen Brown. Donc il y a cette source d'attaque aussi qui n'existe plus. Déjà, il n'y a pas le pick and pop, on l'a dit, mais il n'y aura pas tout ce qui est pick and roll entre petits ou post-up de Brunson. Brunson adore aussi aller chercher un petit et faire un post-up. Bah là, je vois pas qui est-ce qui va post-up. À part donc sur des minutes de banc, peut-être un peu Sam Hauser, peut-être un peu Pritchard, mais c'est des mecs dont tu peux te passer. Donc là encore, une source d'attaque un peu point d'interrogation par rapport à Brunson. J'ai hâte de voir aussi à quel point est-ce qu'on peut pas le mettre en mouvement. Brunson qui a été fait un peu, mais pas des tonnes sur la série contre les Pistons, beaucoup de jeux en sortie d'écran pour essayer qu'ils grattent un peu un décalage avant d'avoir la balle et avant d'attaquer. Pourquoi pas, ça peut être intéressant. Mais voilà, et puis l'autre clé de la série pour moi, c'est à quel point les Knicks peuvent scorer, et donc à quel point est-ce que Towns peut être efficace ou pas. Enfin efficace, pas que le fait de mettre ses tirs, mais avoir un gros volume. Parce qu'on l'a dit, en tant que poseur d'écran et donc pick and pop, je pense que ça, il faut oublier. Il y aura des switches, donc ça risque de ne pas être là, cette menace-là du pick and pop. Par contre, et d'ailleurs, ça n'était pas là contre les Pistons, ça, on l'a vu aussi, puisque contre les Pistons aussi, il y avait un petit, je crois que c'est Tobias Harris qui était sur lui, donc ça switchait assez régulièrement, et puis on était content, et donc il n'y avait pas de décalage. Mais non, ce qui peut être intéressant avec Towns, c'est non seulement sa valeur de spacer, c'est-à-dire en tant que joueur off-ball, de shooter, mais là-dessus, là où ça a une vraie valeur, c'est, on l'a dit, d'éloigner un Porzingis ou un pivot adverse du panier, mais là, ça va pas être le cas, parce que je pense pas qu'on ait un Porzingis ou un Cornet sur 4. Donc déjà, ça aussi, hop, une énorme partie de l'attaque d'Enix potentiel qui s'en va. Mais donc il y a quand même le spacing, mais il y a aussi comment est-ce qu'il va être utilisé avec la balle. Et là, c'est vrai que contre les Pistons, on l'a vu, et ça m'a beaucoup plu, même si ça a pu varier selon les matchs, notamment entre match 1 et match 2, j'ai trouvé que ça manquait match 2, mais match 1, on a vu beaucoup, et ça a beaucoup marché, c'est du post-up pour Towns, parce que, précisément, on va vouloir jouer avec les match-up. Pardon, je répète ça depuis tout à l'heure, mais je pense que Boston va vouloir utiliser Porzingis en libéraux, donc pas sur Towns, donc on aura Tatum. Et c'est vrai que Tatum, je l'ai expliqué, je l'ai détaillé, il y a cette valeur structurelle de tenir des pivots, mais les meilleurs exemples, c'est contre Cleveland, il le fait à chaque fois, il arrive à tenir un Jarrett Allen. Ok, Jarrett Allen en post-up, il peut pas te punir, un Tatum, ok. Il arrive à tenir en finale, on a vu, il s'est pas fait punir par du Gafford, il s'est pas fait punir par du Lively. Bref, il y a plein de match-ups comme ça où ça peut passer, et je l'ai dit, à part si t'es Jokic ou à part si t'es Embiid, Boston fait ça, parce que Tatum peut tenir n'importe qui à part Embiid ou Jokic évidemment. Mais, c'est peut-être là le point clé de la série. Quid de Towns? Est-ce que réellement Towns peut punir Tatum ou pas? Parce que vous voyez, si on fait un peu le spectre, Jokic, vous êtes d'accord avec moi? Non, on va pas tenter du Tatum sur Jokic. Non, c'est pas possible. On veut pas. Gafford, vous êtes d'accord avec moi aussi? Oui, on peut le tenter. Il va peut-être faire 2 ou 3 post-ups dans le match, mais ça vaut pas le coup. Jarrett Allen aussi, ça se tente largement. Peut-être qu'il y aura 2-3 play calls en mode allez, on tente de punir en post-up, mais sur la globalité d'un match, si Cleveland se fait 20 post-up de Jarrett Allen sur Tatum, t'es content. Voilà, parce qu'il est pas assez bon. Mais finalement, sur cette échelle entre Gafford / Jarrett Allen et de l'autre côté Jokic Embiid, finalement, Towns, on est un peu au milieu. Et c'est pour moi là-dessus un point de bascule de la série, c'est quid de ce match-up-là et à quel point est-ce que Towns peut arriver à précisément gagner cette bataille-là pour essayer, et plutôt pour parvenir ou pas, à neutraliser et empêcher et dézinguer cette valeur structurelle de Tatum en poste 4, entre guillemets, poste 4, poste 5 défensif. Vous voyez un peu l'idée. À quel point est-ce que si on n'a pas un Towns qui enchaîne les post-up et qui enchaîne le fait de scorer sur post-up, à quel point c'est pas la meilleure manière pour que Boston commence à se gratter la tête et se dire mince, ça marche plus, ça marche pas trop, finalement Tatum il peut tenir un Gafford ou un Jarrett Allen, mais mince, Towns c'est quand même un peu trop fort quoi. Peut-être que oui, peut-être que non. J'avoue que ça je sais pas, et je pense que c'est le point clé de la série de ce côté-là du terrain, c'est Thibodeau, le play call, appeler plein d'actions pour donc du Towns contre Tatum,
en post-up et appeler des actions aussi sur les fameuses actions en delay, donc D-E-L-A-Y, hein, des actions en 5 out, donc c'est juste le pivot Towns qui a la balle tout en haut du terrain à 3 points avec de chaque côté deux shooters sur l'aile et dans le corner, quoi, donc l'espace totalement libéré. Et on a vu que, pour se servir de la série du tour d'avant, on a vu que, bon, c'est pas le même calibre de défenseur, Tobias Harris, mais contre Tobias Harris, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu plein de fois où, quand c'est des drives sur des 5 out, bah, il arrive à dépasser Tobias Harris et à aller au panier. Donc ça, très bien. Et en post-up, Tobias Harris était trop léger. Donc quand c'était un contre un, ça passait pas. Et donc les Pistons étaient obligés de déclencher des prises à deux. Et donc, prise à deux dit extra passe, dit ouverture quelque part. Swing, extra passe, 3 points, ouvert quelque part. Voilà. C'est tout le dilemme pour moi. C'est tout le dilemme. C'est Kat peut-il être assez bon dans cette création directe face à Tatum pour mettre en cause, voire même quasiment remettre en cause et annuler ce jeu des match-up que va tenter Boston. Peut-être qu'il va y arriver. Peut-être que Tatum, on va quand même garder Tatum sur Towns et apporter des prises à deux. Mais c'est déjà un premier compromis de la part de Boston, hein, si tu fais ça. Parce que si prise à deux sur Towns, il peut ressortir en passe et tu peux trouver un décalage quelque part, premièrement. Ou alors sinon, carrément à changer. Carrément à se dire, non, Tatum se fait trop avoir, il se fait shooter par-dessus, il se fait enfoncer au poste bas, et Towns s'en sort trop bien en post-up, donc il faut changer. Ça, ce serait le Graal. Ça, c'est la victoire absolue. Je pense que ce qui va se passer, je pense pas que Tatum puisse le tenir et le freiner complètement. Ça, je pense pas. Je pense que Towns va scorer. Est-ce qu'il va scorer au point et être dangereux au point qu'on remette en question les match-up? Je pense pas. Par contre, ce qui va se passer, c'est que Tatum sera toujours en premier rideau sur Towns et des prises à deux vont se déclencher autour de Towns pour aider Tatum. Et pourquoi? Parce que, justement, les Knicks, n'ayant pas un spacing parfait, il y aura forcément la fameuse valve de décompression côté Knicks. Et donc, tu fais une prise à deux sur Towns pour aider Tatum, d'accord? Et donc, ensuite, tu fais la rotation pour le mec qui a une passe près, une autre rotation pour aider celui qui aide, etc. Mais au bout d'un moment, ça va s'arrêter parce que on va voir Josh Hart, on va dire, non, lui, on fait pas la rotation. Voilà. Donc, soit ça peut être une aide qui va venir d'un petit depuis le périmètre, soit sinon, ça va juste être directement Porzingis sous le panier qui va venir aider depuis la ligne de fond en abandonnant totalement Josh Hart dans le corner opposé ou dans le dunker spot ou à 3 points, etc. Donc, je pense que ça devrait être ça, la configuration. Si je devais parier, même si je suis pas très bon en pari, notamment tactique, il n'y a qu'à avoir mes braquettes, mais non, mais je pense qu'on va partir là-dessus parce que je pense pas qu'on arrive au point où il y a la panique côté Boston en mode non, ça passe pas, il est pas assez solide Tatum, remettons, on va sortir du Xavier Tillman, on va sortir du Demaskita, on va sortir, ou même Porzingis lui-même, mais je ne pense pas. Donc voilà aussi le point clé, c'est Towns et son scoring versus le match-up qu'on va lui offrir, donc notamment Tatum à mon avis. Bref, donc voilà un peu les sources d'attaque principales qu'on a pu un peu couvrir côté Knicks. Bon, après, il y aura toujours un peu d'attaque secondaire, il y aura un peu de... je vais pas vous parler de Campaign qui sort du banc ou des trucs comme ça, ou Miles McBride. Oui, il y a un peu des sources tertiaires ou plus même d'attaque. Mais bon, dans une preview, je n'ai pas envie de faire non plus 4 heures aujourd'hui, en tout cas pas aujourd'hui. Donc on peut s'arrêter là, mais c'est vrai que sur les enjeux principaux, des principaux joueurs et des principales manières d'initier l'attaque côté Knicks, vous voyez que Boston a les armes. Si on dézoome ce côté tactique pour faire un peu de l'aspect non pas micro-tactique, mais un peu macroscopique, c'est vrai que un truc qui peut être inquiétant aussi, c'est, on l'a dit, déjà il y a un manque de spacing, mais en plus, Boston est très bon pour contrôler le spacing qu'on autorise ou qu'on n'autorise pas. Ils sont élites premiers de NBA pour le nombre de tirs dans les corners à 3 points autorisés, donc ils en autorisent très très peu. Donc il y a un peu cette science aussi de comment est-ce qu'on aide et comment est-ce qu'on fait la rotation et pour ne pas laisser ce tir à 3 points qui est le tir jackpot du basket, hein, le corner à 3 points. Donc ça, premièrement. Deuxièmement, on a aussi le fait que Boston, c'est une équipe d'élite en termes de lancer franc. Et c'est vrai que les Knicks, c'est un peu les deux en fait, hein, c'est un peu, enfin les deux. Il y a un Brunson qui est élite là-dedans et le reste de l'équipe est pas très bonne. Mais qui est pas aussi très bonne, pourquoi? Parce qu'on n'a pas des drivers, on n'a pas des mecs qui sont capables de provoquer beaucoup de fautes. Hein. OG, c'est pas un driver, c'est pas un mec qui provoque beaucoup de fautes. Michael non plus, Josh Hart non plus. En tout cas, il peut le faire off-ball avec des cuts et tout, mais pas balle en main. Towns, il est plutôt loin du panier en général, donc c'est pas beaucoup lancé franc. Mais ce que je veux dire, c'est que ça clash pas très bien non plus là-dessus également. Sur l'aspect de Boston et Elite sur cette catégorie, et en plus toi t'es pas très bon, et donc voilà, à surveiller aussi cette bataille des lancers francs
par rapport à ça, bataille du rebond offensif également. Parce que voilà, si c'est un peu, là encore, les vases communicants, mais comment est-ce qu'on fait jouer Towns? Est-ce qu'on le fait jouer avec la balle en création directe, proche du panier, ou pas? Il y a aussi l'aspect de si on met Josh Hart en même temps que lui, ou Mitchell Robinson, ça veut dire un non-shooter sur le terrain, mais donc ça veut dire aussi que on va plutôt tenter que Towns soit dans le périmètre à 3 points plutôt que proche du panier. Parce que sinon, si on met tout le monde proche du panier, il n'y a pas d'espace, très, très basiquement. Mais à quel point ce positionnement dans le périmètre, ce côté on va t'utiliser en spacer, ça peut pas faire aussi que les Knicks sont moins bons en termes de rebond offensif. Ça peut être à noter. Et voilà, on peut là encore sur cette bataille un peu macroscopique de jeu des possessions, le jeu des marges aussi, comme j'aime bien l'appeler. Il y a ça aussi. Il y a l'aspect de qui va gagner la bataille du rebond offensif. On sait que les Knicks sont pas forcément élites là-dessus cette saison. Je vais quand même vérifier le chiffre, mais je l'avais noté. Voilà, ils sont 10e. Ils sont 10e. D'habitude, ils sont premier et deuxième les 2 dernières saisons. Même 6e l'année d'avant. Donc voilà, ils ont enchaîné 3 années top 5. Ils sont que 10e cette année, mais bon, voilà, c'est lié aussi au pivot. Quand tu passes de Hartenstein qui était sous le panier à 4 qui est dans le périmètre, ça change tout. T'es un peu moins bon au rebond. Donc, New York, 10e au rebond offensif en saison régulière. Boston est aussi très bon pour défendre ce rebond. Boston, ils sont aussi pas mal du tout. Ils sont 5, 6, 7, je crois, un truc comme ça. Ouais, c'est 7e au rebond, protection du rebond défensif de leur côté, donc empêcher des rebonds offensifs, vous avez compris. Donc, ça va clasher aussi là-dessus parce que je pense que les Knicks, il y a 4 qui n'est pas tout le temps proche du panier, mais c'est une de leurs vraies armes. C'est une vraie stratégie de Thibodeau qui aime beaucoup faire ça, on l'a dit, ils étaient élites depuis 3 ans et ils peuvent le redevenir. Et le rebond offensif, au-delà de moyennes de saison sur de gros échantillons, etc., c'est une arme tactique à l'échelle d'une série de playoffs qui peut être accentuée gravement ou d'ailleurs totalement abandonnée parfois. Mais aussi, donc, de l'autre côté, on peut aussi parfois beaucoup plus l'utiliser que ce qu'on a fait en playoff. J'utilise toujours le même exemple, mais c'est le plus récent. Mais vous voyez notamment les équipes qui affrontent OKC, je crois que c'est Dallas l'an passé, Dallas en saison n'était pas du tout une équipe qui va beaucoup au rebond offensif, si on se fie à la moyenne de SR. Et pourtant, contre OKC qui n'était pas bon au rebond, ils ont dit quoi? Ils ont dit on met l'accent dessus, on y va à fond. Et Dallas a fait une série 2024 demi de conférence contre OKC où ils ont dominé au rebond offensif en s'offrant plein de secondes chances, nouvelles opportunités, nouvelles possessions, plein de tirs en plus, etc. Donc, il ne faut pas se fier que à l'aspect de saison régulière sur ce domaine-là. Ça peut être une carte dégainée sur une série de playoffs selon l'adversaire, selon le match-up. Et je me demande à quel point Thibodeau va pas se jouer un peu cette carte-là par rapport aux Celtics qui pourtant peuvent être très bons dans la protection du rebond. Mais voilà, je pense que l'attaque d'Enix va un peu patauger, va pas être géniale. Donc si tu peux un peu t'offrir des trucs en plus là-dessus, ça peut être cool. D'autant plus que les Celtics, leur seule faiblesse, entre guillemets, défensive, mais c'est pas une faiblesse, c'est juste une question d'identité, de couverture défensive. Les Celtics créent assez peu de turnovers. C'est une défense qui va pas faire beaucoup de playmaking défensif. Donc voilà, ils sont au dernier tiers de NBA en termes de création de turnover adverse. Les Knicks sont une attaque très propre. Aussi parce que c'est pas une attaque qui passe beaucoup la balle, mais de facto, ça se combine assez bien, ça aussi. Un peu quand on regarde un peu le jeu des marges, comme d'habitude, et le jeu des possessions, etc. Imaginons des Knicks qui peuvent gratter au niveau des lancers francs, qui peuvent gratter au niveau du rebond offensif, et qui en plus perdent peu de ballons. Ça fait d'autant plus de cartouches et de tirs pour mettre plus de points que l'adversaire, très, très simplement. Donc voilà un peu pour cette bataille des marges, mais là où je suis un peu inquiet tout de même, c'est qu'on a vu que l'attaque des Knicks un peu pataugé contre une défense des Pistons qui était honorable, même plutôt très bonne, plutôt très bonne, et ils ont galéré contre eux. Donc, comment est-ce qu'ils ont gagné la série? C'est eux-mêmes en étant bons en défense. Mais le fait est que là, si déjà leur attaque, les Knicks, a galéré contre les Pistons, là on est sur un step au-dessus, en termes de niveau de jeu, mais même de flexibilité. J'ai décrit l'incroyable variété de choses différentes que peuvent faire cette défense de Boston. Donc, c'est face à une défense qui est bien meilleure et plus polyvalente. Donc, attention là-dessus. Je pense qu'on risque d'avoir des perfs offensives pas si bonnes que ça. Et comme dit, eh bien, la série d'avant a été gagnée, non pas par une attaque qui a enfin été débloquée, mais par une défense qui, sur la fin de série, a été bien meilleure. Et là-dessus, d'accord, mais les Pistons, s'ils n'avaient pas des mecs aussi bons pour aller cibler des maillons faibles.
Ouais, clairement. C'est un peu. Mais c'est normal. Les Pistons, c'est pas les Celtics. Hein. On parle d'une bonne équipe, les Pistons. On parle pas de je suis favori pour le titre. Voilà, c'est évidemment. Là, je ne sais pas à quel point les Knicks peuvent un peu sauver des points avec leur défense, hein, vu que l'attaque risque de se prendre un peu le mur de mince. Les Celtics défendent bien et même mieux que les Pistons. Donc, contre les Pistons, on avait gagné avec la défense, mais là, est-ce que tu peux vraiment gagner avec la défense? Est-ce que tu peux gagner? Est-ce qu'au contraire, ça va pas être l'inverse de tu vas prendre cher en défense parce que tu as Brunson, parce que tu as Kat et que Boston est expert en la matière pour aller punir des maillons faibles. Donc voilà, fan des Knicks, je m'excuse. J'ai conscience hein, que la preview n'augure pas de très bonnes choses pour vous, en tout cas selon mes dires et selon mes raisonnements. Mais j'avoue que j'ai rarement vu un feed tactique à ce point défavorable pour une équipe. Là, on a un clash de une équipe de Boston qui est très forte en défense et qui est très polyvalente en défense et qui en plus peut cibler des 1 contre 1 très bien. C'est exactement toutes les faiblesses et en attaque et en défense des Knicks. Donc ouais, je dirais quand même plutôt, hein, vous l'aurez compris, plutôt Boston qui devrait passer. Mais j'ai hâte de suivre. Parce que en même temps, vu ce que j'ai décrit, vous voyez bien que sur le papier, on a des Knicks qui démarrent un peu au dos au mur. Clairement, ils n'ont quand même pas les faveurs un peu tactiques du fit, on va dire, des configurations de base, des configurations évidentes. Donc, je me dis, vu que les configs de base sont pas en leur faveur, c'est dans ces moments-là qu'on peut ou qu'on va voir qu'en général, on a des coachs qui tentent des choses assez différentes. Donc, avoir la question de où est-ce qu'on met défensivement un 4, ça peut être cool. À voir, est-ce qu'on va pas se mettre à faire des défenses un peu différentes? Est-ce qu'on pourrait pas imaginer un switch all parfois sur certaines séquences, ou même plus que ça? Est-ce que, enfin voilà, vu que t'es dos au mur, c'est bon, soit je meurs en étant en faisant comme d'habitude, vu qu'on a des faiblesses, soit tu mises un peu sur, tu fais un all-in, hein. Tu fais un all-in, c'est-à-dire je ne peux pas me permettre de rester en mode jouer petit bras parce que petit à petit, je vais mourir sûrement. Donc, c'est peut-être l'heure de faire de gros paris, faire un all-in, faire des stratégies risquées, comme ils disent, hein, high risk, high rewards. Donc, c'est-à-dire très risqué, mais avec gain potentiel si ça marche. Notamment, hein, pour parler concrètement, est-ce que défensivement, on peut se permettre de faire des séquences de pression très agressive sur des Tatum, sur des mecs comme ça? Est-ce qu'on prend ce risque? Parce que si on le fait pas et qu'on fait un peu le plan habituel de ah non, on veut pas switcher, ah non, on fait un edge and recover, mais on se fait avoir, ah non, on switch et finalement, ils vont nous cibler un contre un petit à petit et on va mourir à petit feu un peu parce qu'on n'a pas de réponse. Est-ce qu'on pourrait pas avoir un peu plus un coach tactiquement proactif qui dit soit on meurt à petit feu, soit sinon on dégaine la carte malade mentale, quoi. On y va à fond, quoi. On tente le pari, qui est un pari très risqué, mais en même temps, c'est peut-être aussi ta seule chance. Parce que ça peut ne pas passer et tu peux te faire détruire si, par exemple, couverture hyper agressive, terrain surchargé hyper agressivement, tu peux te faire punir parce que spacing et parce que shotmaking, ça peut aussi marcher. Tu peux arriver aussi à te dire, bon, sur 2-3 matchs, le shotmaking, les tirs à 3 points de Boston ne rentrent pas, ils n'arrivent pas à nous punir, et nous, en plus, on n'est pas punis derrière avec leurs tirs, et ces schémas agressifs pas punis nous permettent de complètement couper court à telle attaque, telle manière d'initier l'attaque, tel pick and roll, tel switch, etc. Donc voilà, à voir. J'ai hâte de voir avec un Thibodeau dos au mur qu'est-ce qu'il pourrait nous concocter et quels ajustements il pourrait faire, hormis le fait de faire jouer ses titulaires 48 minutes et demie par match, évidemment, même si on sait que ça va arriver là-dessus. Mais voilà, je parle de ça. L'utilisation de Mitchell Robinson aussi. Ça peut être intéressant. À quel point, dans quel système, quelle couverture défensive, avec ou pas Towns en même temps sur le terrain, etc. Il y a 2-3 trucs intéressants à suivre dans cette série, même plus que ça, malgré la série qui n'a pas l'air équilibrée de base. Je pense qu'on va assister à une série qui, tactiquement, devrait être assez intéressante en termes de jeu d'échecs entre un coach et l'autre.